Vous savez, je suis un homme très occupé. Je fais de la musique, je suis acteur et je travaille maintenant pour une radio à New York. Vraiment, je suis très occupé. À 54 ans, l'ancien clavier de Sam and Dave et d'Otis Redding vient de signer 2 albums parfumés aux années 70. On ne se débarrasse jamais d'une légende. Et avant de retrouver Patrick Chêne en Espagne pour la musique du Tour de France, à Pampelune exactement, pour une nouvelle étape dantesque des Pyrénées, un petit tour par Atlanta où les athlètes français arrivent à 3 jours du début des Jeux Olympiques. À Auburn, en Alabama, nos reporters ont rencontré les lutteurs, les pongistes, les footballeurs, les haltérophiles et les boxeurs à l'entraînement. Visite avec de la sueur et pour l'instant sans larmes, Yann Lavoie et Vincent Maillard. L'université d'Auburn est située en Alabama, à 1h30 de route d'Atlanta. Ces installations ont été transformées pour 52 athlètes français en camp d'entraînement. Vous avez vu la salle, comment il fait chaud? Non, c'est une belle salle d'entraînement quand même, un bon camp d'entraînement. Il fait chaud et les murs tremblent. Toute l'équipe de boxe vit ici avec ses espoirs et ses doutes. Il en va de même à quelques pas d'ici chez les lutteurs ou chez les pongistes. Ces instants pré-olympiques qu'ils vivent en ce moment les unissent fortement. Finalement, on ne se connaît pas tellement, on ne se côtoie jamais. Et ici, on commence à retrouver cette ambiance. Bon, il n'y a que 6 sports, il n'y a que 6 fédérations. Mais déjà, il y a pas mal d'échanges, il y a pas mal de discussions. On va se voir s'entraîner mutuellement. Et c'est sympa. Je dirais que ça, on prépare un petit peu notre arrivée au village la semaine prochaine. Les footballeurs sont admiratifs devant la dextérité, la rapidité des coups de Jean-Philippe Gatien. Je ne suis pas trop connaisseur, mais il paraît que c'est un des meilleurs joueurs français même au monde, non? Donc bon, je prends des photos, c'est toujours des souvenirs. Et puis bon, quand je serai grand-père, moi je montrerai où j'étais. De nouvelles amitiés sont nées à Auburn. Hélas pour eux, c'est derrière une lucarne, c'est-à-dire devant leur télé, qu'ils vivront les exploits des uns et des autres. Et voilà, comme promis, on retrouve Patrick Chêne à Pampelune, sur la route du Tour de France. Alors Patrick, avec tous ces cols à franchir, vous devez être sérieusement fatigué. Oui, nous moins que les coureurs. En tout cas, on parlait tout à l'heure d'un malheur de suivre derrière une lucarne les Jeux Olympiques. Suivre une étape du Tour derrière une lucarne, c'est quand même pas mal. Je vais vous proposer, comme promis au début de ce journal, de faire un point sur la course. Donc à la fin de notre édition, vous voyez que dans ce groupe, il y a Richard Virenque et Bjarne Riis, le maillot jaune. Eh bien, ce sont les 2 grands vainqueurs du jour avec Ulrich pour l'instant, puisque derrière sont distancés les principaux adversaires de ces 3 hommes, Ulrich, Riis et Virenque, qui pourraient se retrouver sur le podium à Paris si cet échappé va jusqu'au bout. Pourquoi? Eh bien parce que derrière cet échappé, loin maintenant, on retrouve Miguel Indurain, on retrouve Tony Rominger, on retrouve Olano, tous les principaux adversaires. Il y a quelques instants, Bjarne Riis a eu un incident mécanique, ça a retardé cette échappée, mais elle semble bien repartie maintenant. Et puis je voudrais vous proposer, Agnès, une image. Ça se passait il y a une dizaine de minutes environ. Vous voyez une manifestation basque, ça se passait encore sur le territoire français, puisqu'on n'a pas encore passé le col d'Aro. Eh bien, ils ont gêné le passage des coureurs. Vous voyez que l'homme de tête, Neil Stephens, qui a été repris depuis, a été gêné. Et puis le peloton maillot jaune a été gêné également. Vous voyez des manifestants très déterminés. C'est une image qu'on n'a pas l'habitude de voir très souvent sur le Tour de France. Mais enfin, les coureurs avec le maillot jaune, Bjarne Riis ici, très nerveux dans une telle circonstance bien sûr. Eh bien, les coureurs ont pu passer sans dommage finalement. Ça n'aura pas troublé le bon déroulement de la course. Mais vous voyez que ces manifestants basques, donc, qui agitaient des drapeaux basques, étaient visiblement très déterminés. Voilà. On peut parler sport maintenant, on parlera sport tout au long de cet après-midi sur France 2, puisque dès 13h50, nous nous retrouverons avec toute notre équipe de commentateurs pour vivre jusqu'au terme de cette étape, donc jusqu'à Pampelune, cette grande étape de montagne pyrénéenne. Demain, le journal de 13h vous donne rendez-vous du côté d'Andaille, où le Tour de France fera étape. On s'intéressera à toute cette belle région du sud-ouest et notamment à la presse locale. Vous verrez. Quant au reste de l'actualité, c'est la météo dans quelques instants. C'est Bruno Mazur à 20h. Nous nous retrouvons nous demain à 13h. Merci.
vert, le 36. Les dizaines. Cette semaine, en 10e position, le duo de choc. L'empire du jeu au 36, 68, 10, 10. Tous les résultats, tous les classements. Sain pour le corps, sain pour le cœur et maintenant sain pour la peau. Le gel douche Sanex Dermoprotecteur contient des agents hydratants et antibactériens qui protègent votre peau. Gel douche Sanex Dermoprotecteur pour garder la peau saine. À mon avis, il n'y a que la feta salakis au bon lait de brebis. Oui, mon chéri. Feta salakis au bon lait de brebis. Mais... Dans chaque ville où passe le tour, il y a un Crédit Lyonnais. Mais le tour ne passera pas devant tous les Crédits Lyonnais de France. Ah, clusters de Nestlé. Des pétales de blé complet, des pépites de noix, noix de pécan et amandes, et une touche de miel. C'est divin, exquis, terriblement délicieux. Les croquants qui font craquer, c'est Clusters de Nestlé. Et en plus, Clusters est riche en fer, phosphore et magnésium. T'as vu? Avec Avis 3000, t'as 20% gratuit. Et en plus, tu peux partir à Tahiti en participant au grand jeu Avis. Hein? Rien. Avis, ça change la vie. Benedicta lance la mayonnaise gourmande. Elle n'a rien à voir avec les autres. Vendue au rayon frais, elle est ferme, onctueuse, délicieuse. D'ailleurs, c'est un simple morceau de pain frais qui vous le fera mieux comprendre. Mayonnaise gourmande Benedicta, la mayonnaise du rayon frais. Poupina, ils font des produits de soins pour les bébés. Rien que pour les bébés. Poupina, bébé mérite bien ça. Devine ce que j'ai pour toi. C'est une surprise. Et c'est nouveau. Ce sont les terrines de Félix. Tu vas te régaler. Les terrines de Félix, un peu, beaucoup, à la folie. Venus de la mer, les petits corallias vont faire le bonheur de tous les gourmands de la terre. Petit Coraya, laissez la mer changer les idées. Quelle dent blanche! Comment tu fais? C'est ton dentifrice au fluor et au bicarbonate. Alors, mais tu me le prêtes? Colgate bicarbonate, la différence qui se voit et qui se sent. Un cône avec un sommet plus haut que tous les autres. Miko, dessine-moi un royal cône. Une beauté nouvelle va éblouir le monde. Organix, le shampoing au glucasyl, nourrit la racine d'une énergie vitale, naturelle, et embellit le cheveu sur toute sa longueur. Souple, somptueux, soyeux, ils resplendissent de santé et de beauté, de la racine jusqu'aux pointes. Organix de l'Institut capillaire Elida, la vraie beauté naît à la racine. Manger tes matines, manger tes matines, c'est trop bon. Les œufs matines, bonjour les matines. Kodak Fun Gold. Aucun jetable ne vole aussi bien les couleurs. Gemma! Quand on a envie de salade niçoise, on a envie de rien d'autre. Jima, j'aime ça. Regarde bien le déodorant. Tu vas voir, il sent bon. T'as vu? Et tu sais pourquoi Bourgeois a choisi les senteurs subtiles de jasmin et de feuilles d'oranger? Parce que grâce à ça, les femmes sont bien dans leur peau toute la journée. Voilà pourquoi. Qu'est-ce que tu fais là? Bah, à ton avis. Bourgeois, la vie est belle et vous êtes comme elle. France 2 met du concentré de vacances dans ses programmes avec Polo Diesel. Aux urgences, tout doit
aller vite, très vite. Même les pauses déjeuner. Quelqu'un a commandé une pizza? Madame, monsieur, si ça continue, même les pingouins, comme sur ma cravate, vont attraper des coups de soleil. Il fait de plus en plus beau sur la France. Nous allons le voir tout de suite avec la carte de l'après-midi. Il y aura un peu de vent, comme vous pouvez le constater, sur les côtes de la Manche ou en Atlantique, de 40 km/h. Ce n'est pas bien méchant, mais ça aide pour faire de la voile. Partout ailleurs, des cumulus de beau temps et puis des petits risques orageux, toujours sur nos reliefs, Alpes, Massif central et Pyrénées. Les températures cet après-midi seront très bonnes. Elles vont aller de 22 à 29 degrés dans le nord et puis elles vont monter jusqu'à 34 dans la région d'Auch, 33 à Toulouse, 28 à Nice, 33 à Marseille. Bref, il fait très chaud. Couvrez les enfants et donnez-leur à boire. Demain, eh bien demain, c'est un champ de tournesol. Cela ferait plaisir à Monsieur Van Gogh. Le vent continue le long des côtes de la Manche à 40 km/h. Les nuages sont de moins en moins méchants, mais par contre la Corse aura peut-être demain en fin de journée un petit orage. Les températures demain matin, elles iront de 8 à Reims dans le nord jusqu'à 21 à Perpignan dans le sud. Globalement, elles sont un peu fraîches. L'après-midi, par contre, ça monte bien. 26 degrés dans la capitale, 31 degrés dans la région de Grenoble, 32 à Marseille et 28 à Limoges. Ce soir, eh bien, vous aurez le plaisir de retrouver Sophie Davant. Bon après-midi à tous et merci. Darty, le contrat de confiance. Ah, la campagne, les bois, les prés, tout simplement, le paradis. J'ai très envie qu'on vende cette sale baraque pour pouvoir ficher le camp. Il faudrait trouver un acheteur idéal. Idéal pour tous. Mais tous n'ont pas le même idéal, c'est sûr. C'est celle-là que je veux. C'est une très ancienne maison, vous savez. Ils peuvent s'en aller tout de suite, ceux-là. Et les marches, combien y en a-t-il? Surtout pas 13, hein. J'espère que l'odeur ne vous incommodera pas trop. Quelle odeur? Je laisserai mon passé, mes souvenirs, toute ma vie ensemble. Maria Pacôme quitte ses roses pour mieux les retrouver avec Grâce de Capitani, ce soir sur France 2. Distingué, racé. Elle travaille fantastiquement bien. C'est pas le genre assez célèbre, le premier venu. Grande classe. Demain sur France 3. C'est une pute. Elle est pute. C'est formidable. Une pute. Et tu peux trouver un monstre derrière la porte. Tu es formidable. C'est toi qui es formidable. Et vous fabriquez quoi? Des emporte-pièces. Offrez-vous la troisième mi-temps avec Mireille Darc. J'ai peut-être fait une connerie, mais je me sens bien. Demain à 20h55 sur France 3, le téléphone rose. Il en rougit le traître. S'il n'y avait pas ces 15 à 18 millions de personnes au bord de la route, ça ne serait pas le Tour de France. Ils vous disent allez, allez, t'es le plus fort, c'est pas fini, ou un peu comme des Suisses, hop, 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 hop. Ça aide à passer des moments difficiles. Ça fait oublier toutes les douleurs qu'on a vécues pendant 3 semaines. Mais c'est colossal. Aujourd'hui, avec Neutralia dermoprotecteur des laboratoires Garnier, se laver, c'est purifier sa peau, en protégeant un capital essentiel, son hydratation naturelle. Pur, sans savon, le gel douche Neutralia est dermoprotecteur. Libérée de ses impuretés, la peau respire enfin. Elle est plus douce, protégée naturellement. Gel douche Neutralia dermoprotecteur, garanti par les laboratoires Garnier. Elle est petite. Tous ceux qui roulent en Clio vous le diront. Elle a tout d'une grande. Elle a tout d'une grande. Tout d'une grande. Elle a tout d'une grande. Sauf son prix. Cet été, grâce à l'aide de l'État et de l'offre complémentaire Renault, la nouvelle Clio est à partir de 49 600 francs. Ah, ça c'est cher, mon fils. Et aujourd'hui, les modèles 97 sont toujours au prix 96. Dans chaque ville où passe le Tour, il y a un Crédit Lyonnais.
Mais le Tour ne passera pas devant tous les Crédits Lyonnais de France. Ah, la climatisation. Être toujours à la bonne température. En été, la fraîcheur idéale. C'est Roger. Et en hiver, car la climatisation, c'est réversible. Juste la chaleur qu'il faut pour être bien. Roger. La climatisation, c'est le bon temps, tout le temps. La climatisation réversible, c'est aussi facile à entretenir et à utiliser qu'à installer. Pour en profiter en toute tranquillité, vous trouverez dans cette brochure toutes les informations nécessaires. Des conseils sur les produits, des exemples de coûts. Roger, pour l'obtenir, il vous suffit d'appeler le 36 67 10 30. Découvrez le temps du titane avec les montres Festina. Pourquoi tu n'es pas morte? J'ai revenu à elle. Elle a tourné les yeux vers moi. Claudia a repris conscience. Claudia vient de sortir du coma. Je suis folle de joie pour Claudia. Ne le sommes-nous pas tous? Je propose d'entrer dans le vif du sujet. Une belle-sœur, une belle-mère, un mari. De quoi faire un sympathique petit meurtre en famille. Vendredi. Un rouge à lèvres et poudre de Blanche-Neige. Un billet gagnant pour des tours en cerf-volant. La montre d'un lapin blanc. La plume de moineau de Monsieur Douaneau. Un cheveu de sirène. La clé d'un coffre à clous. Un grelot d'Angelot. Pour vous les procurer, une seule adresse, le magasin Zinzin de Frédéric Clément. C'est le livre fou choisi pour vous par France 2 aujourd'hui. Sport de Troyes vous donne rendez-vous avec les magasins Catena, partenaire officiel de l'équipe de France olympique, et Motorola, téléphonie mobile, radiomessagerie. Georgia, Georgia, the whole day through, just an old sweet song keeps Georgia on my mind. Georgia on my mind. I said, Georgia. Jeux Olympiques, Atlanta 96. L'important n'est pas de participer, mais de regarder. Sport de Troyes présente l'étape du jour avec Bricomarché, les mousquetaires du bricolage. Et France Télécom, partenaire technique du Tour de France. C'est complètement magique. Il y a 6 secondes, nous étions ensemble sur la 3. Vous avez peut-être juste eu le temps de prendre votre télécommande. Si vous nous rejoignez seulement sur la 2, bienvenue pour une après-midi de cyclisme très 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 belle, car tout est bien parti. La grande bagarre promise a lieu avec Bernard Thévenet, avec nos motos Jean-René Godard, Jean-Paul Olivier, et avec Régis Forissier et Jean-Marc Lénoret. On va vous faire vivre une très très belle après-midi de cyclisme, car la grande bagarre promise a bien lieu. Vous voyez de cette vue d'hélicoptère un maillot à pois, vous voyez un maillot jaune, et vous voyez un homme qui est en 2e position avec un pansement au coude. Ce sont les 3 grands vainqueurs de cette étape, pour l'instant bien sûr, car
Björn Norris, eh bien, il consolide son maillot jaune. Richard Virenque, avec son maillot à pois, est en train d'accéder à la 3e place du podium du Tour de France. Et Jan Ullrich, lui, à la 2e place, le coéquipier de Björn Norris, dont on fait un des potentiels futurs vainqueurs du Tour de France. Derrière, ça va beaucoup moins bien pour les adversaires de ces coureurs, où figure Luc Leblanc, on en parlera tout à l'heure bien sûr. Luc qui pensera plus à la victoire d'étape peut-être qu'au classement général, même s'il fait une belle opération, il reste quand même un petit peu éloigné de Richard qui aurait la 3e place, puisque Luc lui était quand même à 7 minutes et 41 secondes. Derrière ce groupe, il y a un groupe de perdants, de battus pour l'instant à 3 minutes, dans lequel figurent Indurain, Olano, Rominger, Fernandez Gines et encore un équipier de Richard Virenque, Brochard, qui fait en quelque sorte le chien de garde dans ce groupe. Et puis à 9 minutes, alors que là, il y a pas mal de difficultés pour Udo Bols peut-être, ou Aldag. C'est Bols qui était là, qui a l'air lâché de ce groupe. C'est Bols. Et donc l'autre grand perdant du jour, c'est plus qu'une défaite, là c'est une déroute pour l'instant, c'est Evgeny Berzin. Evgeny Berzin qui pointait encore il était 2e du général il n'y a pas longtemps du tout. Et bien Berzin, qui était 6e seulement hier après sa défaillance, se retrouve maintenant à 9 minutes, j'ai bien dit 9 minutes des hommes de tête. Et ça, c'est vraiment une grosse déception pour lui. Oui, mais bon, il faut dire que Berzin a fait le Tour d'Italie, après le Tour de Suisse, et je ne pense pas que ce soit une bonne préparation. Parce que ça fait beaucoup d'efforts, ça fait surtout beaucoup de pression, de tension nerveuse sur le coureur pendant quelques 2 mois, et c'est difficile hein, de supporter une telle tension pendant un temps aussi long. Il semble que Berzin eh bien, paye un petit peu l'addition de tout cela. Et il pensait que le Tour d'Italie n'était pas assez important, qu'il n'avait pas pu faire assez d'efforts au Tour d'Italie en vue de la préparation pour le Tour de France. Et d'aller faire le Tour d'Italie, le Tour de Suisse, pardon, ça faisait peut-être un peu long. Luttenberger est là qui ferme la marche, alors que Luc Leblanc n'a jamais quitté non plus cette position. Il ne semble pas dans d'excellentes dispositions, même si c'est déjà très bien de le trouver là. Mais pour l'instant, il est dans une phase, disons, j'allais dire en dedans. Hein. Il ne mène pas dans ce groupe. Et que Björn Norris, lui, nous semble toujours aussi facile. Voilà le type de manifestation agréable sur le Tour de France. Il faut éviter de courir quand même à côté des coureurs. Ça devient de plus en plus difficile là pour ceux qui ne sont pas, enfin qui ont beaucoup fait d'efforts depuis le départ. Ce qui est le cas de Michele Bartoli qui faisait partie de l'échappée initiale. Bartoli donc distancé à son tour. On est en train de vivre une lessive aussi, si je puis dire, dans ce groupe de tête. Jean-René. Oui, en fait, depuis le début de l'ascension de ce port de l'Aro, Bartoli est le 3e des 3 hommes de tête de la matinée à être décramponné. Il y a d'abord eu Pascal Hervé, ensuite Udo Bols et maintenant Michele Bartoli. Et nous avons été les témoins il y a 2 minutes d'un dialogue vraiment très très fort sur le plan humain entre Walter Godefroth et Udo Bols. Udo Bols en grosse difficulté, qui était décroché, et Walter Godefroth qui lui a dit en allemand c'est bien Udo, c'est bien, t'as fait du bon travail, c'est bien, maintenant ne t'énerve pas, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Il lui a donné des bidons d'eau fraîche et il est parti pour aller se recaler derrière le maillot jaune Björn Norris, bien évidemment. C'était un très joli dialogue, saisi comme ça au vol dans cette ascension du bord de l'Aro. Oh, que c'est mauvais signe cette image, là Tony Rominger qui est obligé de mener en personne dans le groupe de poursuite. C'est que ses équipiers de la Mapei ont des difficultés. On le voit avec Fernandez Gines et avec un autre équipier là-bas en 5e ou 6e position. L'écart grandit, 3 minutes et 20 secondes. Le travail de Sapp, des Télécoms à l'avant, et de Bols qui vient de lâcher prise mais qui avait travaillé auparavant. Le travail d'Ullrich, le travail de Dufaux, le travail de Virenque est en train de porter ses fruits et d'éloigner ce groupe Tony Rominger. Quand on pense à la chaleur des encouragements
recueilli sur le bord de la route par Richard Virenque depuis le début de ce tour. Alors si Richard maintenant pointe dans les 3 premiers du tour, ça va être quelque chose. Ça va être de la folie. Eh bien, il s'en rapproche de plus en plus de la 3e place. Hein. D'ailleurs, il l'a maintenant. Mais on garde quand même une petite marge de sécurité pour le contre-la-montre de Bordeaux à Saint-Émilion. Mais actuellement, eh bien, Richard Virenque possède 2 minutes instantanément. Hein. Au classement général, il possède environ 2 minutes 10 d'avance sur Rominger et à peine 1,57 sur Olano. Voilà les 2 hommes des tours prochains. On a vu Richard Virenque. Regardez ce visage aussi. À droite de votre écran, là vous avez aperçu Ulrich. Jan Ulrich, né, je vous le disais tout à l'heure sur France 3, le 2 décembre 73. Ça, je le répète souvent parce que c'est tellement étonnant. Il n'a que 22 ans, il n'a pas encore 23 ans. Et ça, l'ancien champion du monde amateur en 93 et 3e du premier championnat du monde contre la montre open. Je crois qu'il faut vraiment avoir un œil sur lui. C'est un monstre de cyclisme. Il était champion du monde et il n'avait pas encore 20 ans. Champion du monde amateur. Regardez comme il prend le virage à l'intérieur. Regardez. Ça, c'est un signe de forme. C'est une petite erreur aussi. Oui, non, mais quand même, il était un petit peu décroché. Il est venu prendre l'intérieur. Parce que ça, il faut le faire dans ce genre d'ascension. Oui, il faut pouvoir avoir les jambes pour résister. Jean-Paul. Oui, eh bien, il faut enlever un autre homme du groupe Olano Indurain. Il s'agit de Paolo Lanfranchi, coéquipier de Tony Rominger. Et c'est Tony Rominger lui-même qui assure le relais, comme vous l'avez dit tout à l'heure, devant Garcia, devant Fernandez Rines, je veux dire. Et donc, il provoque lui-même la perte de son coéquipier. Je vous ai dit tout à l'heure, Arrieta a également lâché prise de ce groupe, ainsi qu'Etchavé. Voilà, 3 hommes depuis quelques kilomètres, donc ne sont plus là. Et que Rominger continue à assurer l'essentiel du travail. Et tout à l'heure, c'était donc Fernandez Rines. Mais Miguel Indurain n'a toujours pas pris les relais de la même façon qu'Olano. Ne s'est pas du tout montré, sauf pour passer simplement, mais ne pas prendre véritablement les relais. Jean-Paul, votre groupe revient sur Maurizio Fondriest, qui était intercalé, qui aura passé beaucoup de temps seul aujourd'hui. Ouais, alors que dans ce groupe, là, Rominger provoque une impulsion là, qui devrait lui permettre de revenir, tout au moins de limiter un peu les dégâts, parce qu'il a l'air d'avoir récupéré maintenant Rominger. Il y a un passage à vide tout à l'heure dans le col du Soudet, mais on a l'impression là que Rominger est en train de relancer ce groupe, de le réaccélérer. Quoique tout à l'heure, justement, Lanfranchi qui a été lâché maintenant, mais Lanfranchi a fait un énorme travail dans ce groupe. C'était lui qui roulait en tête tout à l'heure. Et on ne sait pas trop si Rominger roule pour lui, pour Olano. Ça va faire du bien psychologiquement aussi de revenir sur des coureurs. Tout à l'heure, ils sont revenus sur Fondriest, maintenant sur Sorensen. Ça donne un petit coup au moral, on se dit au moins on remonte vers la tête. Oui, mais ça donne encore plus de moral lorsqu'on rattrape un adversaire un peu dangereux, tandis que Sorensen ici ne les inquiète pas vraiment au classement général. Alors on reste toujours en permanence à l'écoute de l'écart qui sépare par rapport aux hommes de tête. Et lorsque l'on est ici comme Rominger, l'on assure un très bon train et que l'on se rend compte que l'on ne peut pas reprendre de terrain aux hommes de tête, c'est là où on se fait beaucoup de soucis. Parce qu'on ne voit pas bien comment on pourra arriver à réduire l'écart. On retrouve le groupe de tête avec le travail d'Ulrich. Oui, hein, qui ne se pose pas de questions. Pas de questions techniques ou mathématiques. Lui, il roule. En tout cas, s'il veut être tranquille dans les jours qui viennent, il va falloir qu'il débranche son téléphone. Parce qu'avec toutes les équipes qui sont en train de se monter en ce moment, je peux vous dire que le compte en banque d'Ulrich l'an prochain, en Deutschmark, ça va être sérieux. Ouais, je ne sais pas si... Allez, je connais bien Walter Rothfruth. Je pense qu'il aurait été assez rusé pour le faire re-signer avant la fin du tour. Il ne suffit pas d'être rusé, là. Il faut aussi avoir le compte en banque. En tout cas, ça fera peut-être 2 leaders l'an prochain et un de trop. Donc il ne serait pas surprenant d'avoir Ulrich dans une équipe et Björn Ries dans une autre. C'est possible.
tout cas, il est vraiment... c'est vraiment la révélation du Tour, Ulrich. On avait commencé à en parler il y a une dizaine de jours, mais bien c'est vraiment confirmation totale. Hein, parce qu'on ne devrait pas se répéter, mais on a déjà dit que Ulrich, il est bien placé au classement général, mais pour l'instant, il est même à la 2e place en faisant le travail pour Rys. Parce qu'arriver à faire une place dans le Tour de France, les conditions sont favorables, on est leader de son équipe, donc on ne fait pas trop d'efforts, qu'on suit un petit peu, c'est méchant de dire ça, mais d'être suiveur, c'est-à-dire toujours se fixer par rapport au maillot jaune. Et en marchant un petit peu, en étant un passe-partout, en passant bien la montagne contre la montre, on peut faire une place. Alors que là, Ulrich, non seulement il obtient maintenant, pour l'instant, la seconde place du classement général, il l'a puisqu'il a dépassé Olano et Rominger en temps réel. Mais en plus, il fait un travail énorme pour Bjarne Riis. Il y en a un autre qui est depuis plusieurs jours. Il y en a un autre qui est un peu dans cette position, un petit peu en retrait, c'est vrai, et qui n'est pas en début de carrière, mais c'est Laurent Dufaux. Aussi. Laurent Dufaux, tout en travaillant beaucoup pour Richard Virin, qu'on a vu hier dans Otakam, eh bien Laurent est en train de faire une très belle opération au classement général. Jean-René. Oui, Patrick, je vais vous donner des informations concernant les contrats des coureurs de la Télécom. Je suis allé aux informations auprès de Walter Godefroth. Alors, concernant le maillot jaune, Bjarne Riis, quand il a quitté la Gevis l'année dernière, il a signé pour 1 an chez Télécom. Et Walter Godefroth, en souriant, m'a dit le prolongement de contrat, il attend la fin du tour pour le discuter, ce qui ne nous étonnera pas. En ce qui concerne Jan Ullrich, là l'information est importante, il a encore un contrat de 2 ans avec l'équipe Télécom pour 1997 et pour 1998. Alors ça, c'est la base de discussion. Parce que c'est vrai qu'on peut le regretter, mais maintenant, on arrive dans une période dans le sport, et on le voit dans d'autres sports que le cyclisme aussi et surtout, et bien même lorsqu'on a un contrat pour 1, 2 ou 3 ans encore, les discussions sont toujours possibles. C'est vrai qu'il peut y avoir d'autres discussions, mais je pense que peut-être que le groupe Télécom, si les prétentions de Riis sont un peu trop fortes, pourrait s'en séparer. Mais je vois difficilement à 20 secondes de plus. Eh oui. Régulièrement, l'écart augmente, 3,40. Mais c'est intéressant de... Alors que Hervé va être repris, Jean-Paul, Pascal Hervé. Oui, effectivement, il n'a plus que quelques tout petits mètres donc d'avance. Il va être repris alors que Mauricio Fondriest et Sorensen ont été passés littéralement par le groupe Indurain et que l'Italien Eili est également lâché de ce groupe. Voilà. Je crois que Bruno Roussel pourrait avoir le même langage que Godefroot tout à l'heure. Hein. Pascal Hervé a fait son travail, il a fait du bon travail. Je ne pense pas que Bruno lui en demandait plus. Et bien c'est très bien. Ce sont des garçons qui sont appréciés comme équipiers. Et puis qui aussi sont demandés au moment des transferts. Parce que des hommes précieux comme Pascal Hervé, bien les équipes en ont besoin. C'est la raison pour laquelle dans le cyclisme professionnel, il est important de bien savoir se situer. Et il vaut mieux être un bon équipier qu'un mauvais leader. Parce qu'un bon équipier pourra trouver d'un contrat. Pourra trouver un contrat pendant de nombreuses années, alors qu'un mauvais leader, personne n'en voudra comme équipier parce qu'on sait qu'il est leader, et comme on sait qu'il n'est pas bon leader, eh bien on ne se précipitera pas pour l'embaucher. Toujours ses alliés de circonstance, de Festina en tête, mais Ullrich juste derrière avec Bjarne Riis. Ça fonctionne vraiment parfaitement dans ce groupe. Dommage peut-être que Luttenberger et Leblanc soient un petit peu justes pour l'instant, mais ce n'est pas vraiment leur rôle de faire le travail actuellement. Hein. Ce n'est pas eux qui tirent le plus gros bénéfice de cette échappée. Et en plus, Luttenberger semble connaître un petit passage à vide. C'est exactement ça, Patrick. Il y a un équilibre des forces, il y a un équilibre, comment dire, des objectifs, des récompenses. Et pour l'instant, eh bien, ce sont et les Télécoms et les Festina qui vont récolter le plus gros de cet avantage. Alors, bien des garçons comme Leblanc ou Luttenberger
ne vont pas collaborer vraiment franchement. Ils ne vont pas, on dit en cyclisme, on dit s'étriper. Ils ne vont pas s'étriper pour les autres, risquer de la défaillance un petit peu plus loin pour quelque chose qui ne leur rapporterait rien. Alors, dans un premier temps, eh bien, pour l'instant, ils sont en train d'assurer leur position. Alors que Télécom et Dufaux, eux, sont en train de renforcer leur position. Vous voyez toutes les inscriptions sur la route. Tous les supporters se sont mobilisés. Il y a même une inscription pour Moncassin. Il n'est pas sur son terrain. Frédéric, il sera content de pouvoir lire qu'on l'encourage ici. On a même vu inscrit sur la route Chapat. C'est bien qu'on ait une pensée pour Robert, qui nous suit bien évidemment et qu'on espère bien voir à l'arrivée à Paris. J'en viens à Ulrich, un coureur de 22 ans qui fait son premier tour et qui terminerait à la 2e place. Ça ne doit pas être très très fréquent dans les annales du cyclisme. Hinault avait fait une entrée en fanfare. 3,40. C'est le dernier écart qui nous était communiqué. L'écart a grandi de manière très très régulière. 1,57, 2,20, 3, 3,20, 3,40. Jean-René ? Oui, en ce qui concerne ce groupe de tête, Patrick, Peter Luttenberger, auquel on pourrait reprocher en d'autres circonstances de ne pas relayer, de ne pas prendre de responsabilité et de se contenter de suivre. Je crois qu'aujourd'hui que Luttenberger est tout simplement un peu juste. Ça fait 2 ou 3 fois qu'on le voit à deux doigts de décrocher, et puis il se dresse, il se met en danseuse. Il réussit à suivre le groupe en dernière position, mais il est véritablement limite. Jean-Paul ? Miguel Indurain en difficulté dans la montée. Miguel Indurain en difficulté, il est maintenant à 20 mètres donc du groupe Rominger et il est lâché, il tente de revenir, mais il a, semble-t-il, beaucoup de difficultés. Sa progression n'est plus tout à fait régulière comme elle pouvait l'être tout à l'heure. Et donc il est lâché alors que nous passons devant le panneau que vous avez indiqué tout à l'heure, le panneau Moncassin. Cela peut vous donner une idée géographique donc de la situation. Miguel Indurain à l'image, décidément. Miguel vit un tour bien difficile. On le voit ici. Il peut plus. Il dit non. Il ne veut pas d'eau. S'accroche avec beaucoup de courage et de dignité. C'est des moments extrêmement difficiles lorsque l'on a été le meilleur, lorsque l'on a fait souffrir tout le monde dans la roue, lorsque l'on s'est trouvé devant. Eh bien, c'est difficile de souffrir à l'arrière simplement pour sauvegarder une 10e place, surtout le jour où l'on arrive chez soi. Oh là, 4 minutes 05 maintenant. L'écart a encore grandi. 4 minutes 05 et c'en est terminé là pour Miguel Indurain. Et il est loin de l'arrivée encore, Miguel, loin de l'arrivée chez lui. C'est ça qui est terrible. Enfin, on connaît plus d'un champion qui, se retrouvant à la 10e place après avoir gagné 5 tours de suite, aurait choisi d'arrêter et de prétexter une maladie ou une souffrance. Eh bien, Miguel est toujours là. Je ne sais pas si il aura la force d'aller au bout, mais en tout cas, il fait preuve d'une grande dignité. Le plus terrible, c'est qu'il y a 2 étapes où il n'est vraiment pas à l'aise. Et c'est dans le terme de cette seconde étape. Et il arrive chez lui. Et ça, c'est un très l'écart qui s'est fait là, très difficile. Quelques centaines de mètres. Jean-Paul ? Et il a maintenant plus de 100 mètres de retard. Miguel Indurain, la pédalée est toujours difficile. Il fait signe à ses supporters parce qu'il est très applaudi ici avec beaucoup d'inscriptions, même en hommage à son épouse Marisa. Et il fait signe à ses supporters non de la tête, qu'il ne peut pas aller plus vite. On voit ça, oui. Et l'autre groupe maintenant s'envole donc et on le laisse donc tout seul. Il est là tout seul sur la route. Foule énorme ici.
col, les coureurs vont se frayer un chemin. Gutenberger et Leblanc toujours en dernière et avant-dernière position. Kilomètre 150,5. Vous voyez qu'il fallait surtout pas penser que cette étape n'était pas une vraie grande étape de montagne, même si l'arrivée est jugée loin de la dernière difficulté. Il reste encore 4 km 500 là, après ce col des Roy-Mendy pour passer le port de l'Arro. Jean-René. Oui, mais attendez, je vais essayer peut-être parler. Jean-Paul, allez-y Jean-Paul. Ouais, excusez-moi, mais c'est du délire ici autour de Miguel Indurain. Il est applaudi de partout, de temps en temps poussé, très souvent encouragé, on lui jette de l'eau. Ah, c'est un spectacle étonnant alors qu'il est affligé de ne pas pouvoir avancer plus vite devant tous ses supporters qui crient des mots et des encouragements à sa gloire. C'est vrai que c'est une des images qu'on gardera de ce Tour de France. Miguel Indurain en difficulté, on n'avait pas vu ça depuis 5 ans. Eh bien, c'est son lot quotidien maintenant que d'avoir du mal à suivre. On se retrouve avec les hommes de tête. Jean-René. Je crois en fait que nous sommes en train, et de loin, d'escalader le col le plus dur de ce Tour de France. Au niveau altitude, il culmine seulement, si j'ose dire, à 1573 mètres. La pente moyenne donnée par le programme de l'organisation est des 7,7%, mais il y a des passages à 10 et 11% qui sont terribles. Terribles, véritablement. Et c'est et de loin. Alors en plus, la chaleur est maintenant brûlante. Il y a cette foule énorme avec ce passage que les coureurs, que le groupe de Bjarne Riis avec lequel nous sommes réussit à se frayer. Il y a beaucoup de gravillons sur la route, une chaussée qui ne rend pas très bien. Il y a parfois des plaques de goudron fondu. Véritablement, je le répète, et de loin le col le plus dur que nous ayons monté depuis le début des étapes de montagne, que ce soit dans les Alpes, où ça a été en partie bien sûr abrégé à cause de la suppression de l'Israël du Galibier et du moment du top dans les Pyrénées. Voilà cette image de Miguel Indurain avec cette jeune fille qui courait à côté de lui et qui marchait pratiquement et qui allait plus vite que lui. C'est ça qui est terrible lorsqu'on a une telle défaillance, c'est que on voit voilà, des gens comme ça. Des gens qui croient faire plaisir en courant à côté, alors qu'au contraire c'est très énervant d'être en vélo, de ne pas pouvoir lâcher les gens à pied, être incapable d'accélérer pour aller un tout petit peu plus vite que ces gens. Là, il va être dépassé là aussi. Mais ça, c'est pas ce qui contribue à donner un meilleur moral. Non, certainement non. Ce sont des garçons que Miguel n'avait pas l'habitude de voir dans la montagne. La pente est un petit peu moins difficile et le courage de Miguel qui essaie de relancer dès que la route est un petit peu moins pentue. Il essaie de relancer parce qu'il a toujours espoir de pouvoir rejoindre le groupe auquel il appartenait. On va peut-être retrouver le groupe de tête maintenant avec Richard Virenque, avec Dufaux. On va s'intéresser à ce groupe à quelques kilomètres seulement du sommet donc du port de l'Arro, puisqu'entre le sommet du col des Roy-Mendy et le port de l'Arro, il y a 4 km 500. Alors ça monte pas pendant un petit moment et ensuite il y a encore un dernier petit raidillon. C'est vrai qu'il y a un langage cycliste qu'il faut éviter parfois à l'antenne, parce qu'on ne dit pas un raidillon hein, dans le langage cycliste. Non. En Espagne, on dit arrepechon. Jean-René. Jean-Paul nous appelle. Oui, c'était Jean-Paul là. Miguel Indurain a trouvé un allié de circonstance et lui pour le tirer légèrement et il revient dans sa roue. Il revient dans sa roue maintenant alors qu'il l'avait lâché il y a quelques instants.
Allez, on va peut-être voir Miguel Indurain revenir tout à l'heure. Pour l'instant, la tête avec Bjarne Riis. Avec toujours les mêmes, toujours Fernando Escartin, toujours Richard Virenque, toujours Grumov, toujours Dufaux. Il y a également Leblanc. Avec lui, Luttenberger. Et bien sûr, Ulrich. C'est ce groupe de tête. Il nous fait en tout cas une forte impression car jamais on s'est relâché. C'est la dure loi du sport. La tête de la course est ici. La course passe ici et malheureusement pour Miguel Indurain, comme Miguel a fait basculer, on peut dire, dans la tourmente, tout au moins dans l'insuccès certains coureurs, maintenant ce sont ceux-là qui provoquent la défaite de Miguel Indurain. Oui, il n'y a rien de dramatique, ça reste du sport. Hein. Alors c'est voilà. difficile, mais c'est l'essence même du sport. Il y en a qui sont devant. Et puis il y en a qui y étaient. Et puis demain, il y en a d'autres qui seront devant. C'est une compétition. Hein. Vous avez vu Richard qui se propose encore de faire la loi dans ce groupe de tête. Il appelle sa voiture. Il en a profité en se laissant déborder pour faire un petit signe, notamment au Grumov et à Leblanc, en leur disant bah, allez-y, restez bien collés au groupe. Il faut qu'on continue notre avancée. Vous voyez qu'il y a encore quelques hectomètres d'ascension là-bas avant de passer le port de l'Aro. Nous serons ensuite en Espagne, un ravitaillement à Ochagavia et nous franchirons deux difficultés successives, la côte de Rarieta et l'Alto de Garalda. Et c'est là surtout dans le... Attention à Richard là. Richard qui a demandé, je pense qu'il a demandé une boisson énergétique à Bruno Roussel. On a vu son petit geste tout à l'heure là. Attention que la fringale ne le guette pas, que l'hypoglycémie ne le guette pas. Et c'est vrai que pour Richard, eh bien, maintenant l'essentiel se joue. Car lorsque la route sera là, lorsque ça monte comme ça, si je puis dire, bon, on monte à son train. Ensuite, dans la plaine, ou au moins quand il y aura simplement de petits accidents de parcours, il va falloir s'organiser vraiment pour que les relais puissent se faire d'une manière efficace. Et oui, parce qu'ils ne sont pas très nombreux finalement. Hein, oui. S'il y a un regroupement de 20 ou 30 coureurs derrière, ils peuvent perdre du temps. Que je pense que Escartin ou Grumov, Leblanc, Luttenberger, bon, ils vont peut-être collaborer. D'ailleurs, ils ont intérêt parce que... En tout cas, lui, Riis, hein, il annonce la couleur, c'est lui qui mène. Hein. Oui. Quel panache, en tout cas, Riis. Oh. Ben, enfin, dans un sens, c'est pas mal vu parce que ça permet à son coéquipier Ulrich de récupérer un peu. Et puis comme ça permet à Riis d'emmener Ulrich avec lui. Ça peut être un danger pour Riis quand même. Hein. Imaginez que dans l'étape en Daille-Bordeaux, il y a un coup qui parte avec Ulrich dedans. Ça serait quand même embêtant. Hein. Ah oui, bah oui, c'est arrivé déjà. C'est déjà arrivé. Oh, si oui. on prend l'exemple en 92 par exemple, quand Richard Virenque a pris le maillot jaune, le lendemain il y avait une étape qui arrivait à Bordeaux, sur le lendemain je ne me souviens pas. Et c'est là où Pascal Lino est allé dans cette échappée parce qu'il fallait absolument qu'il y ait un coureur de la RMO dedans pour défendre les intérêts de Richard Virenque. Et puis cette échappée a pris une avance considérable et du coup Pascal Lino a pris le maillot pendant un bon moment, pendant une dizaine de jours. Or ici Ulrich est actuellement à 3,39 de Bjarne Riis. On pourrait voir un tel cas de figure. Oui, mais ce serait, oui. Vous voyez Bjarne Riis ne pas rouler derrière et dire allez, on laisse Ulrich prendre le maillot. Là, ça m'étonnerait quand même. Ouais, je voudrais bien. Là, j'aimerais bien aller voir à ce moment-là, aller voir mon ami Walter Godefroot et lui demander comment il va gérer le problème. J'attends avec impatience le prochain écart parce que
il y a eu un petit moment d'hésitation là dans ce groupe. On a pris le temps de s'alimenter. Alors il y aura peut-être la même chose hein, du côté de Miguel Indurain, enfin même plus de Miguel Indurain, que dis-je maintenant, du côté de Rominger. Mais si l'écart a encore augmenté, ce serait quand même un petit peu surprenant. Le dernier écart était de 4 minutes 05. Jean-Paul? Avec l'aide d'Eli et de Stephens, eh bien Miguel Indurain revient sur le groupe dont il a été lâché il y a quelques kilomètres. Et bien voici Miguel Indurain qui revient, donc c'est plutôt une bonne nouvelle pour Miguel, surtout psychologiquement, hein, parce que ça aurait été dur d'être seul comme ça. Et là, pour la descente, s'il arrive à rester dans ce groupe jusqu'à la fin de l'ascension, en tout cas c'est plutôt bon signe aussi pour Richard Virenque et pour Rhys, parce que ça veut dire que ça ne doit pas aller très très vite là. Hein. J'allais le dire. Une excellente déduction. En fait pas trop. Alors Bernard, c'est Rhys en personne qui mène. Ouais, parce que dans ce groupe, il n'y a plus qu'une personne que Rhys peut craindre, c'est Richard Virenque. Et bien Rhys veut donner l'exemple, il veut absolument que tout le monde collabore, que tout le monde comprenne qu'il a envie que tout le monde collabore dans cette échappée. Parce que bien pour lui, s'il pouvait rejeter Olano et Rominger, garder l'écart actuel de 4 minutes sur ces deux hommes-là, eh bien il serait tranquille pour le contre-la-montre, il n'y aurait pas trop de problèmes. Richard s'arrête sur la droite de la route. Voilà un petit accrochage, c'est reparti sans mal. Encore un problème de chaîne, non? Regardez le bon réflexe de Dufaux qui attend son leader. Quelle belle équipe, cette équipe Festina au niveau collectif. C'est incroyable le nombre de... C'est incroyable le nombre d'incidents aujourd'hui. Ils peuvent se produire. David Richard qui était obligé de donner un coup à un spectateur parce qu'il ne pouvait pas passer. Ça devient vraiment dangereux là, toute cette foule amassée. Regardez, les coureurs ont du mal à passer. Ouais. Ils sont obligés de faire des écarts. Richard est obligé de pousser un spectateur. Voilà, c'est dangereux, ces gens qui courent là. Regardez Richard là. Regardez ça. C'est incroyable. Hein. Il faut qu'on comprend que les gens soient pris dans l'ambiance, que ce soit une fête, mais il faut faire très attention. On était à 4,05, on est passé à 4,40. Le tour est en train de basculer pour le podium en tout cas. Oh là, regardez le monde qu'il y a ici. La route s'ouvre au moment où les coureurs passent. Richard a choisi de passer en première position maintenant, énervé sans doute par l'incident dont il a été victime tout à l'heure. Le gros meuf accélère. Il veut aller lui faire le Grand Prix de la montagne et ça, Richard, ça lui plaît pas du tout. Voilà. Définitivement assuré du maillot à poids, Richard Virenque. Ah ouais, je pense que là, une avance... mathématiquement, maintenant, c'est terminé. Il a plus de 100 points d'avance sur Björn Rhys. Alors que Björn appelle sa voiture. Ouais. Quel est le problème? On peut peut-être faire le point sur l'écart. L'écart qui était donc de 4 minutes 40 tout à l'heure. Il a une roue, il a un problème à la roue. Arrière, Richard. Il va changer de roue arrière. Il y a eu des bris de rayon, semble-t-il, lors de l'incident de tout à l'heure. Ah, ça en fait des incidents de course. Oula, la chaîne a sauté, attention. Jean-René? Oui, Richard Virenque qui est juste devant nous, qui effectivement s'est arrêté. Il est en train d'être dépanné et il repart, Richard Virenque. Il repart alors que le groupe est